La France aujourd'hui, d'abord, se dégringole dans tous les classements. Je ne vais pas refaire le bilan de toutes les situations d'insécurité civilisationnelle ou sécuritaire, le bilan de l'éducation. Enfin, partout où vous portez votre regard, vous n'avez que des désastres. Enfin, je ne vois que des désastres. Il y a eu un déclin considérable, ne serait-ce que dans la manière de vivre, dans la manière dont nous vivions ensemble, sans avoir à nommer ce que nous vivions comme étant un vivre ensemble. On ne parle maintenant du vivre ensemble que depuis que l'on ne vit plus ensemble. Est-ce que je dois faire l'énumération de toutes les violences urbaines qui nous assaillent, de l'effondrement du système scolaire, de la grande insécurité culturelle que vivent les Français qui parfois ont l'impression d'être étrangers dans leur propre pays? Il y a un manque d'humanité. Si j'avais à résumer, il y a un manque d'humanité chez ceux qui nous gouvernent. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste et essayiste. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière au Figaro et vous intervenez régulièrement sur CNews et Europe 1. Nous allons évoquer plusieurs sujets d'actualité au cours de cet entretien. Pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur la guerre en Ukraine. Que pensez-vous des propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré dans son adresse aux Français le 5 mars que la Russie constituait une menace pour la France et pour l'Europe, ajoutant que notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix? Moi, j'ai le sentiment que le président de la République est prisonnier de l'analyse qu'il avait faite en mars de l'année dernière, disant que la Russie ne pouvait gagner cette guerre. Or, la Russie est en train de gagner cette guerre, à l'évidence. Malheureusement pour l'Ukraine, mais l'Ukraine a été lâchée par son allié américain. L'Ukraine va perdre ses territoires qui ont été occupés par la Russie, et l'Ukraine n'aura pas les bases de l'OTAN qui avaient été promises lors du dernier sommet de Bucarest, enfin c'était il y a maintenant quelques années. Donc les planètes s'alignent dans le fond pour démentir la prédiction d'Emmanuel Macron. Or, il s'accroche encore à ce récit officiel qui est de dire que l'Ukraine va gagner. Donc il y a un manque de réalisme déjà, et alors qu'il y a un processus de paix qui s'est enclenché entre les deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie, Emmanuel Macron et l'Europe jouent un jeu malgré tout dangereux, que l'on peut comprendre naturellement de dire qu'il faut être solidaire de l'Ukraine, mais jouent un jeu dangereux en mettant des bâtons dans les roues de ce processus lent, compliqué, qui pourrait naturellement capoter. Et il fait une autre faute d'analyse, en effet, quand il dit que la menace existentielle est représentée par la Russie de Poutine. Non, ce n'est pas vrai. La Russie de Poutine ne nous menace pas. Il est faux de dire, alors bien sûr, Macron s'empresse de dire que naturellement il n'avait pas dit que les chars débouleraient sur les Champs-Élysées, Dieu merci, mais encore une fois, il y a des menaces existentielles qui sont des vrais ennemis pour la France, mais ces ennemis qui sont des menaces existentielles pour la France, ils sont déjà en France. Je veux dire par là qu'il y a cette menace, naturellement, on y reviendra peut-être, de cet islam colonisateur, de cet islamisme, qui entend par petites touches installer la charia avec la complicité des frères musulmans et la complicité passive de l'opinion, en tout cas d'une partie de l'opinion, et la collaboration de la France insoumise, de l'extrême gauche. Il y a également comme ennemi intérieur, et si je puis dire comme menace existentielle, tout ce que l'on a pu décrire comme étant le wokisme, c'est-à-dire cette entreprise de destruction du propre récit national et de cette culpabilisation qui entend démoraliser la culture nationale au profit des cultures minoritaires et de leur tyrannie. Et l'on pourrait même dire d'ailleurs, pour poursuivre dans ce raisonnement, que la plus grande des menaces existentielles qui soient, ce sont encore nos dirigeants qui depuis 50 ans persistent à appliquer une politique qui nous a amenés dans ce désastre-là, c'est-à-dire que la France décline à tel point aujourd'hui qu'il faut se demander pourquoi. Si elle décline à tel point, de mon point de vue, naturellement, depuis 50 ans, c'est que depuis 50 ans, il y a un grand immobilisme des idéologies au pouvoir qui sont persuadées d'avoir fait la bonne analyse en plaquant des idées toutes faites et qui ne se rendent pas compte que les réalités les démentent. Et nous sommes aujourd'hui dans ce monde faux qui est sommé maintenant par les réalités de reconnaître ses fautes. Or,
et ce sera peut-être d'ailleurs les grandes tensions à venir. Il me semble que le système, le pouvoir dominant et leurs médias, non seulement ne s'accordent pas pour dire qu'ils se sont trompés, bien sûr, c'est compliqué à dire, mais s'accordent pour dire qu'il faut persister, au contraire, dans cette vue de l'esprit qui est de promouvoir la société ouverte, la société multiculturelle, tous les mots en isme, l'antiracisme, l'écologisme, le féminisme, etc. Tout ce qui s'effondre sous nos yeux, et que ce monde-là, ce monde agonisant, ce vieux monde, veut défendre pour défendre sa place. Et donc, il y a des tensions vives que je vois apparaître et qui, en fait, reflètent ce qui a déjà été décrit, dans le fond, ce séparatisme, non pas tellement entre la société française et la société islamisée, qui en est un, mais le plus grave des séparatismes, c'est entre la société officielle et la société démocratique, entre le peuple ordinaire et leurs dirigeants. Donc finalement, vous partagez les propos qu'a tenus par exemple l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, qui estime que finalement Emmanuel Macron inquiète excessivement les Français à propos de cette guerre, ce conflit russo-ukrainien, et que il joue un peu la dramatisation pour occulter les sujets intérieurs qui fâchent. C'est exactement ça. Je pense que nous avons déjà connu cette instrumentalisation de la peur avec le Covid, par exemple, cette instrumentalisation de la peur face au populisme, cette instrumentalisation de la peur face au réchauffement climatique. À chaque fois, vous avez des discours qui sont des discours officialisés qui tendent à dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que la parole officielle, que la parole d'État. Et ce sont d'ailleurs malheureusement des paroles d'État, des paroles officielles qui sont répercutées par une grande partie des médias qui sont des médias suivistes. Or, cette politique de la peur, certes, tétanise une partie de l'opinion qui est réceptive, qui a été réceptive à la crainte du Covid, qui s'est pliée par exemple à des confinements, à des passes sanitaires, à des QR codes, et qui là aujourd'hui est également réceptive au fait qu'il pourrait y avoir naturellement une guerre mondiale. Et s'il y avait une guerre mondiale, ce serait une guerre épouvantable, puisque ce serait une guerre nucléaire. Donc en cela, je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait irresponsable de la part du président de la République que de jouer avec le feu. On ne joue pas à la guerre quand on est aux affaires. Tout ça pour essayer de tenter d'avoir raison face à l'histoire, alors que l'histoire va lui donner tort. Et tout ça également pour essayer de rehausser en effet sa personne, en essayant de se mettre en tant que chef de guerre au centre d'une société qui se délite et singulièrement qui rejette sa propre personnalité, qui est quand même une personnalité très inquiétante, très immature, très orgueilleuse, et qui en tout cas est tout sauf réaliste. On le présente comme étant intelligent, il est certainement très intelligent, mais il n'a pas l'intelligence des situations et certainement pas l'intelligence du cœur. Enfin, on ne joue pas avec les guerres, surtout quand cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui de mon point de vue est plus une guerre civile entre peuples slaves, mais en tout cas une guerre intestine. On ne joue pas à cette guerre quand elle a déjà fait de part et d'autre, nous dit-on, 1 million de morts et de blessés, ce qui est considérable. Et donc je ne comprends pas d'ailleurs cette grande désinvolture des Françaises et des Européens, enfin de l'Union européenne, des Français, pardon, pas des Français, des dirigeants français et des dirigeants de l'Union européenne, qui sont prêts, dans le fond, après nous avoir dit que l'Europe c'était la paix, sont en train de nous vendre que l'Europe maintenant ne peut survivre qu'à travers la guerre. Donc il y a quand même, au-delà de tout cela, une grave crise de l'intelligence collective, de l'intelligence de nos dirigeants, qui peuvent nous mener à l'abîme simplement au seul prétexte de vouloir avoir raison. Non, malheureusement, je me désole du sort des Ukrainiens qui ont été vaillants, qui ont été tout à fait héroïques dans leur défense, mais les Ukrainiens ont été trahis par leurs alliés américains. Et avec ce changement qui a été celui de l'élection de Trump, en effet, les Ukrainiens ont été trahis. Ça, je comprends parfaitement leur amertume. Je trouvais que la manière dont le président Trump avait reçu Zelensky et l'avait humilié publiquement n'était pas correcte. Même si on peut reconnaître des fautes également à Zelensky. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Zelensky est un saint, mais en tout cas, c'est un nouveau Churchill, comme on a pu l'entendre. Oui, non, c'était pas un nouveau Churchill, et Poutine n'est pas un nouvel Hitler. Enfin, faut arrêter avec ces clichés idiots, et il faut revenir malgré tout à du réalisme. L'intérêt de Trump, dans le fond, a été de conceptualiser ce qui me semble être la vérité du moment et qui va être la grille de lecture des années à venir. Il a conceptualisé la révolution du bon sens.
J'avais moi-même, il y a 10 ans ça, proposé de regarder ce qui se passait en France à travers le prisme de la révolution des œillères. C'est-à-dire que je pressentais que les œillères qui nous empêchent de voir, à travers les idéologies notamment, commençaient à tomber à cause de ce coup d'état permanent des réalités et qu'il fallait aujourd'hui accepter cette révolution du réel. Or, je m'aperçois qu'en effet, cette idée qui était dans l'air est maintenant appliquée et ô combien efficacement. On peut ne pas aimer la personnalité de Donald Trump et est appliquée avec beaucoup d'efficacité par l'administration Trump en fonction effectivement de ce qui faisait hausser les épaules des intellectuels et qui fait hausser les épaules des intellectuels, qui est ce bon sens populaire qui veut simplement appeler un chat et rouler un fripon, comme on disait, et qui me semble être... alors naturellement, ce n'est pas très spectaculaire, cela manque de grandes idées, c'est pragmatique, c'est urgent, ce sont des bouées de sauvetage très souvent, cela manque d'ambition peut-être, mais ça me semble être aujourd'hui, dans l'état où l'on est, la seule roue de secours en attendant que d'autres formes d'idéologie se construisent à travers cette révolution conservatrice, parce que c'est également, cette révolution du bon sens est aussi une révolution conservatrice, qui s'élabore non seulement dans les cuisines du peuple ordinaire, mais qui s'élabore également dans les think tanks américains ou même les think tanks européens. Et c'est cette grande mutation qui est à suivre de près, parce que c'est là que se construit le monde de demain. Mais en attendant, ce vieux monde qui s'accroche depuis 50 ans va s'accrocher jusqu'au bout, au risque peut-être de tensions politiques, de tensions sociales, peut-être même d'une guerre civile si l'on s'aperçoit que le pouvoir en place continue à dire de ceux qui ne partagent pas ses vues qu'ils font partie de l'extrême droite. Vous savez, la France insoumise maintenant a fait une manifestation contre l'extrême droite très récemment à Paris. Elle s'est décrédibilisée à travers ses propos racistes, etc. Mais en même temps, cette France insoumise n'est pas aussi isolée, parce que dans le fond, cette dialectique qui est de rejeter tout ce qui ne lui correspond, qui ne lui ressemble pas à l'extrême droite, est la même dialectique qui est reprise par le pouvoir en place, par la Macronie, par l'extrême centre, qui également, comme la France insoumise, a cette même vue sectaire contre tous les opposants qui seraient des fascistes ou des néo-fascistes, et donc des gens à combattre. Alors si vous suivez cette logique dans le fond d'opposition civile, vous pouvez très bien, à un moment donné, dans l'hypothèse par exemple où en 2027 un candidat de cette droite populaire viendrait au pouvoir, ce qui n'est pas extraordinaire, ça pourrait être aussi bien Marine Le Pen qu'un candidat des Républicains, Retailleau ou un autre. On sent bien qu'une partie de cette France de gauche, progressiste, social-démocrate, pourrait descendre dans la rue pour contester les urnes. On en est comme il y a quand même, il y a quand même cette dérive totalitaire que je sens poindre depuis longtemps, et singulièrement depuis que Macron est au pouvoir, ou sous ses airs, sous ses discours apaisants, il y a une grande radicalité, une grande intransigeance à ne pas vouloir accepter des paroles contradictoires. Il s'était présenté la première fois comme candidat en étant le candidat des progressistes face aux populistes. C'était ça son discours initial dans son premier mandat. Or, il ne veut pas admettre que là aussi il s'est trompé, que ce sont les populistes qui sont en train de gagner, c'est-à-dire tout ce peuple ordinaire qui a été évacué des élections que l'on ne veut pas entendre. Alors ça date pas de lui, hein. Dès 2005, quand le peuple s'était prononcé contre la Constitution européenne, on n'avait pas voulu tenir compte de son avis, de son refus, à 55%. Mais c'est aujourd'hui ce même refus, ce même sectarisme, cette même intransigeance qui est répercutée au sein du pouvoir et qui me fait craindre, en effet, de possibles raidissements idéologiques de ce vieux monde qui ne veut pas mourir. Vous parliez de dérive totalitaire en France. D'aucuns pourraient vous dire que finalement les vrais régimes totalitaires peuvent se trouver par exemple en Iran, en Chine, en Corée du Nord ou au Venezuela. Pour vous, pourquoi peut-on parler de dérive totalitaire en France? Dans la mesure où on assiste de plus en plus à un étatisme envahissant et de plus en plus à une diabolisation des oppositions. Vous voyez quand même en France la manière dont des chaînes très populaires ont été, alors C8, Énergie 12, ont été éjectées
du réseau parce qu'elle déplaisait au pouvoir. C'est quand même un truc ahurissant. Vous voyez de la manière dont les réseaux sociaux maintenant sont mis sous surveillance par les lois qui ont été prises dans le premier mandat, les lois Avia, etc., qui, au prétexte de sanctionner des propos haineux, c'est-à-dire des propos indéfinissables, il n'y a pas de définition juridique du propos haineux, peuvent également impliquer des actes de censure. Vous voyez la manière dont, je viens d'en parler, toutes les oppositions au pouvoir sont présumées être des oppositions d'extrême droite, des oppositions fascistes, et des oppositions qui méritent le cordon sanitaire et donc l'exclusion. Donc tout ceci sont des mécanismes qui, me semble-t-il, alors naturellement ne nous mettent pas en dictature, je vais sortir de chez vous, je ne vais pas être arrêté par les flics, mais qui sont des processus qui abîment terriblement une démocratie qui prend des mauvais coups depuis maintenant pas mal de temps. Elle avait pris des mauvais coups sous les Gilets jaunes en brutalisant cette France provinciale qui protestait de son exclusion. Rappelez-vous quand même les blessures de guerre qu'avaient eu ces premiers Gilets jaunes. Je ne parle pas des Gilets jaunes qui avaient ensuite cornaqué cette manifestation et qui venaient de l'extrême gauche. Et puis souvenez-vous surtout de la manière dont le Covid a été traité avec une dérive sanitaire dictatoriale, dans la mesure où, sous cette politique de la peur, le pouvoir en place a testé la grande passivité de l'opinion, d'abord en dramatisant en dramatisant cette épidémie qui n'était pas si grave que cela au bout du compte, et puis surtout en imposant des mesures absurdes de limitation de liberté de dire, de limitation de liberté d'aller et venir, et surtout en imposant des confinements qui n'avaient pas lieu d'être et des QR codes, des dénonciations de en imposant dans le fond la dictature à la chinoise de la surveillance générale, de la dénonciation de son voisin. Si c'est pas ça et des dérives dictatoriales, je ne sais pas ce que c'est. Or, sur tous ces épisodes, vous vous rendez compte que les médias, qui sont supposés être le quatrième pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir d'opposition, un contre-pouvoir, tous ces médias, très majoritairement, acquiescent à ces mesures étatiques, à ces autoritarismes d'État, à ces hygiénismes d'État, à ces diabolisations des oppositions, au point même que l'on peut redouter que la justice s'en mêlant, Marine Le Pen, alors nous ne sommes pas encore le 31 de ce mois, je ne sais pas quand sera diffusée cette émission, mais le 31 de ce mois de mars, normalement on devrait savoir si la justice autorise ou pas Marine Le Pen à poursuivre son parcours politique pour des broutilles, quand même, disons-le, sans rentrer dans les détails de cette affaire d'assistant parlementaire. Donc vous voyez bien que à chaque fois, à chaque pas, la démocratie française, qui devrait être exemplaire, non seulement recule, mais laisse la place aujourd'hui à des discours autoritaristes en tout cas, parce que malheureusement, parallèlement à cela, le pouvoir en place manque singulièrement d'autorité, c'est-à-dire qu'il est autoritaire contre le peuple ordinaire, mais il manque d'autorité contre cette contre-société qui maintenant essaie de prendre place avec ses normes, ses cultures et ses idéologies, et singulièrement son idéologie islamiste, et de subvertir la France et sa culture millénaire. Donc on en est là, on est vraiment, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup, je suis très remonté, comme ça peut peut-être se remarquer, contre le pouvoir en place et contre cette grande passivité, alors singulièrement du gouvernement Bayrou, mais là c'était dans sa nature que d'être immobile, mais cette grande passivité dans le fond de la Macronie elle-même, qui se contente dans le fond de cette société ouverte qu'elle a cautionnée. Or nous vivons encore dans les désastres de cette société ouverte, de cette société à la Soros, enfin cette société qui nous a été vendue parce que multiculturelle comme étant l'aboutissement de l'enrichissement de toutes les cultures. Non, le multiculturalisme affaiblit les cultures et le multiculturalisme devient multiconflictuel. Mais ça, pardon de me citer, mais cela fait 30 ans que j'écris sur ce thème-là. Ça fait 30 ans que nous sommes quelques-uns à alerter sur la bêtise qui est de vouloir appliquer des idéologies qui ne correspondent pas à l'évidence, à la vie des hommes, tout simplement, à la vie humaine. Il y a un manque d'humanité, si j'avais à résumer, il y a un manque d'humanité chez ceux qui nous gouvernent.
Est-ce que finalement ces discours anxiogènes traduisent justement peut-être une faiblesse ou une impuissance de nos dirigeants, leur incapacité ou leur manque de volonté justement à répondre aux défis intérieurs? Oui, on aimerait par exemple que le pouvoir en place installe une sécurité pour tous, qu'il fasse son travail élémentaire de pouvoir régalien. Or, on se rend compte aujourd'hui, encore très récemment, que vous avez un rabbin qui vient de se faire agresser par un musulman dans une rue, vous avez un jeune élève qui s'est fait poignarder à la sortie d'une école, mais combien y en a-t-il aujourd'hui? Vous avez dernièrement la Tour Eiffel qui a été sur TikTok habillée d'habits islamiques pour essayer de faire... Enfin, donc vous vous rendez compte, il y a des provocations successives de toutes les minorités qui font en sorte qu'aujourd'hui, un juif ne peut plus se balader dans la rue en toute sécurité, que des élèves se baladent à l'école avec des couteaux, que le voile est arboré maintenant comme un signe ostensible de séparatisme, et tout ceci est le reflet d'une faiblesse d'État, une faiblesse d'État qui n'arrive plus non plus à s'imposer dans ces contre-sociétés qui appliquent leurs lois, qui n'arrivent plus à s'imposer à travers la police qui est vue comme une présence étrangère dans les cités d'immigration. Est-ce que je dois faire l'énumération de toutes les violences urbaines qui nous assaillent, de l'effondrement du système scolaire, de la grande insécurité culturelle que vivent les Français qui parfois ont l'impression d'être étrangers dans leur propre pays? Tout ceci est insupportable et tout ceci est dû à une faiblesse intrinsèque d'un État qui n'assume plus son rôle, parce que d'abord il est sans doute pris par cette idéologie antiraciste qui se révèle être une véritable imposture, qui a, au prétexte de protéger les minorités, ce qui était une très bonne chose, et d'interdire le racisme, ce qui est également une très bonne chose, a fermé les yeux sur ces cultures importées du Maghreb, d'Afrique noire, et surtout à travers ces cultures importées, sur l'influence qu'avait cet islam colonisateur, cet islam conquérant, cet islam sexiste, judéophobe. Et donc, j'ai passé mon temps, et je passe encore mon temps depuis 30 ans, à enfoncer les mêmes clous en disant qu'il est folie de ne pas voir et de ne pas entendre les alertes de ceux qui ont connu précisément ces situations de coexistence jamais pacifique entre un monde occidental et un monde islamisé. Enfin, ça se saurait si... à chaque fois, vous êtes traité d'islamophobe, de raciste, etc. Donc c'est épuisant. Et en même temps, ce sont ces gens-là qui sont toujours au pouvoir et qui prétendent avoir raison. Donc oui, ils essayent aujourd'hui de cacher leurs méfaits en voulant faire la guerre ailleurs, mais ce sont eux les pires ennemis dans le fond. J'avais fait un livre qui s'appelait Les Traîtres il y a 4-5 ans, je crois. Les traîtres, ce sont ceux, ils portent des prénoms français et ce sont eux qui saccagent la France. Une forme de trahison des élites pour vous? La trahison des élites, c'était pour reprendre effectivement le livre de Bada sur la trahison des élites, mais on en est encore là, oui. D'ailleurs, dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles début mars, François Fillon, alors, il évoque l'élection de Trump, dont il dit que c'est un cri populaire qu'on aurait bien tort de mépriser. Et il ajoute que les excès et les dérives du progressisme provoquent partout dans le monde un retour de balancier auquel les classes dirigeantes occidentales, profondément convaincues de leur supériorité morale, tentent de s'opposer par tous les moyens, parfois au mépris de la démocratie. Oui, ça résume ce que l'on a dit. Quand je pense que tout à l'heure je vous ai dit que Emmanuel Macron avait fait une fausse analyse de la société, de la France qu'il ne connaît pas, en disant qu'il représentait le progressisme contre les populismes, eh bien... force est de reconnaître, je n'invente rien, que à travers ce réveil des peuples, pas simplement en France, mais aux États-Unis et un peu partout en Europe, à travers ce réveil des peuples enracinés contre ces idéologues déracinés, ce sont ces peuples enracinés qui sont en train d'écrire l'histoire. Ils l'écrivent aux États-Unis, je fais le pari qu'ils l'écriront demain en France, à moins qu'il n'y ait effectivement une opposition brutale, et à travers peut-être des affrontements civils de ce pouvoir qui entend demeurer. Et l'analyse de François Fillon est parfaite. Je crois qu'également de mémoire, il parle de dictature de la social-démocratie qui, depuis 50 ans, a imposé ses normes au détriment des peuples et sans parfois demander leur avis. C'est une très bonne analyse. Je pense que cette expression de dictature de la social-démocratie, elle est peut-être naturellement un peu excessive, mais en même temps, moi qui ai connu, je suis maintenant un vieux journaliste et j'écris à contre-courant, enfin maintenant plutôt ça devient un courant dominant, mais je me repose un peu, mais
pendant très longtemps, quand j'ai commencé à éditorialiser il y a 30 ans, 35 ans, je me suis heurté précisément à ce monde de cette tyrannie de la social-démocratie qui ne voulait pas entendre ce que je disais. J'avais la chance à l'époque d'être au Figaro et d'avoir une liberté totale d'expression dans le Figaro, mais j'ai été caricaturé naturellement immédiatement en extrême droite, en fascisme, enfin en tout ce que vous pouvez imaginer qui oblige à quitter dans le fond la scène publique. Pendant très longtemps, j'ai dû me réfugier dans les caves, si je puis dire, avant je n'ai pu accéder au monde audiovisuel, c'est-à-dire un petit peu à la lumière que bien après, il y a simplement une quinzaine d'années. Vous avez vécu une forme d'ostracisme? J'ai vécu un ostracisme, oui, bien sûr. La tyrannie de la bien-pensance, finalement. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais la tyrannie du politiquement correct, je sais ce que c'est, bien entendu, je sais ce que c'est. Et je me flatte. Alors, j'aurais pu faire amende honorable en constatant que je m'étais trompé, dans le fond. Mais si je fais le bilan de mes 30 ans d'analyse, sans forfanterie, je ne voudrais pas que mon propos soit mal pris, mais je ne pense pas m'être trompé beaucoup sur les causes dont je voyais les effets. Et ce sont des effets maintenant qui se multiplient par 10. Donc je suis en effet énervé, pour le moins, de voir tout ce temps perdu. Alors je ne dis pas que j'étais le seul, bien entendu, à sonner l'alarme, mais les lanceurs d'alerte de l'époque n'étaient malgré tout pas nombreux, et on était très mal reçus, en tout cas par le monde politique et le monde médiatique, bien entendu. C'est surtout ça qui est le plus désolant, c'est que le journalisme tel que je l'ai vécu n'a été qu'une somme de suivisme, de conformisme, de copier-coller et de posture pour être du côté du manche. Voilà. Oui, donc les médias, pour vous, globalement, participent aussi à la fabrication de la doxa. Ils en sont, je suis obligé de le constater. Sur la crise du Covid, quasiment tous les médias, j'étais un des rares à alarmer justement sur ce que je vous ai décrit de cette dérive hygiéniste et autoritaire, mais nous étions très peu, et très peu de journalistes, et encore moins d'intellectuels. Les intellectuels n'ont pas vu non plus les risques d'intolérance, les risques de servitude volontaire qui étaient cette manière qu'avait le pouvoir, par une hystérie sanitaire, de vouloir imposer des dénonciations, de vouloir imposer des passes sanitaires, le pass sanitaire. Enfin, vous vous rendez compte comment on a pu accepter de montrer, pour aller au bistrot, de montrer un pass et de se faire contrôler par un bistrotier. Enfin, les mots me manquent tellement, je suis encore irrité par ce que l'on a pu accepter passivement. Moi, je ne l'avais pas accepté, d'ailleurs, je n'avais jamais voulu avoir de passe sanitaire ni quoi que ce soit, donc je m'étais mis solidairement auprès de ceux qui étaient les parias. J'étais parmi les parias. Et d'ailleurs, en fait, j'ai une théorie qui pourrait résumer un petit peu tout ce que l'on dit, c'est que nous vivons aujourd'hui la revanche des parias. C'était les parias, j'entends par les parias précisément toute cette parole dissidente, cette parole alternative, tout ce peuple ordinaire. Les petits, les sans grade, voilà, tous ceux qui pensent mal, tous ceux qui sont censés ne pas être intelligents, ne pas avoir fait suffisamment de pas avoir suffisamment de culture. Enfin, ce sont des gens tout à fait raisonnables que je connais depuis longtemps, parce que quand j'ai commencé dans le journalisme, vous avez dit que j'étais au Figaro, mais auparavant j'étais dans la presse régionale pendant 8 ans. Presse Océan. Presse Océan. Et c'est là où j'ai fait mes véritables classes journalistiques. J'avais pas fait d'école de journalisme, j'avais fait du droit avant. Et c'est là où rentrant chez les gens, rentrant dans leur cuisine, etc., je pense toujours à eux quand j'écris, encore aujourd'hui. Et je pense à ces gens, à cette France invisible, à cette France silencieuse, à cette France périphérique, cette France de la périphérie dont parle Christophe Guilluy, en effet, qui est une France majoritaire, démographiquement majoritaire. Il l'estime à 60% par rapport à la France des métropoles. Et c'est cette France-là qui se réveille. C'est cette France-là qui, normalement, si la démocratie joue son rôle, et si également, parce qu'il y a un autre sujet, si les Français sortent aussi de leur torpeur, parce que dans la peur, il y a la torpeur également, et cette peur de la guerre, cette peur du Covid, cette peur du populisme, cette peur de tout ce qui a été égrené sous Macron, a terrorisé malgré tout une partie de la population qui,
maintenant est remonté sur son aventin et attend un déclic. Oui, parce que ces politiciens dont vous dénoncez finalement l'incurie depuis des décennies, ils ont quand même été élus par les Français. Donc, oui, absolument, ils ont été élus par les Français et Macron a été réélu par les Français. Donc je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas avec beaucoup d'abstention, mais réélu par les Français. Donc c'est pour ça que le pouvoir peut être tenté de manier à nouveau cette instrumentalisation des peurs pour essayer d'effrayer encore sur la survenue du Troisième Reich, je ne sais quoi, des années 30, des bêtises de ce genre. Mais en même temps, on voit que ce discours-là commence à avoir ses limites. Là, à l'heure où nous parlons, nous avons en Israël Jordan Bardella et Marion Maréchal qui ont été invités par le gouvernement israélien aux grandes dames du CRIF et des institutions officielles juives françaises. Mais je pense qu'Israël a raison d'ouvrir les yeux sur ce qui menace aujourd'hui les Juifs en France. Ce n'est pas naturellement ce qui fut le Rassemblement national de l'époque, et là on aurait pu comprendre qu'il y ait des réticences naturellement en fonction des positions de Jean-Marie Le Pen. Mais ce qui menace les Juifs en France aujourd'hui, c'est bien naturellement l'islamisme radical et ses collaborateurs qui sont à la France insoumise. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, je crois, Bruno Retailleau récemment, hein, que l'antisémitisme d'extrême droite était résiduel aujourd'hui. Oui. Et que c'était plutôt à l'extrême gauche, justement. Oui. Vous savez, il y a eu une grande manifestation samedi à Paris à laquelle je me suis joint en observateur de la France insoumise qui manifestait contre le racisme et contre l'extrême droite. Mais dans cette manifestation, il suffisait de voir le flot de drapeaux palestiniens qu'il y avait pour comprendre que cette France créolisée défendue par Mélenchon était une France islamisée, tout simplement. Et que cette nouvelle France que veut promouvoir la France insoumise est une France musulmane. Donc on peut accepter ça dans le fond, mais moi je ne l'accepte pas. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de François Fillon dans cette interview de Valeurs Actuelles. Il évoquait la Russie et il estimait que c'était une menace infiniment moindre justement que celle de l'islam radical. Islam radical qu'il compare à un projet politique qui n'a rien à envier au nazisme ou au stalinisme. Oui, bien sûr. L'islam n'est pas simplement une religion. L'islam n'est pas une religion dans le fond. Enfin, en tout cas, l'islam est une religion, bien sûr, quand elle s'en tient aux 5 piliers de l'islam et à une dévotion qui est tout à fait respectable. Mais l'islam, c'est aussi un code pénal, un code civil, un code de commerce. L'islam, c'est une doctrine. L'islam... Il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Écoutez, moi je m'abrite derrière Boualem Sansal qui disait lui-même qu'il ne voyait pas très bien maintenant où était la différence entre l'islam et l'islamisme. Alors que moi j'ai toujours raisonné, malgré tout, en essayant de faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Mais Boualem Sansal, qui est toujours en prison à l'heure où l'on parle, va même beaucoup plus loin, parce qu'il pense que, et moi je n'ai pas d'opinion là-dessus, il pense en effet que l'islam en tant que religion devient résiduel dans tout un corpus idéologique et que l'islamisme devient en soi un système politique. C'est en cela, en effet, que les revendications du port du voile, par exemple, qui pourraient sembler anecdotiques à certains en disant que ce n'est jamais qu'un bout de tissu ou que c'est jamais qu'une liberté de se vêtir, sont beaucoup plus graves dans la mesure où cette revendication du port du voile par les jeunes femmes est un premier pas vers la charia. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur très récemment nous dire qu'il allait déclassifier un rapport des renseignements généraux, enfin de l'Intérieur, sur les infiltrations des frères musulmans en France. À l'entendre, il y aura beaucoup de choses à apprendre que l'on sait déjà, d'ailleurs, à travers notamment les travaux de Florence Bergeau-Blaclair. Mais on voit qu'il y a quand même là une infiltration très intelligente qui est faite par les islamistes et singulièrement les frères musulmans au cœur de tous les rouages d'État, les clubs sportifs, mais pas que. Vous retrouvez cela un peu partout. Et aujourd'hui, quand nous parlions de menace existentielle, cette menace existentielle, elle est déjà, on pourrait la nommer à travers non seulement cet islam radical, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais à travers plus précisément les frères musulmans. Et on se demande d'ailleurs pourquoi les frères musulmans ne sont pas une organisation qui ne devrait pas être interdite comme elle l'est, parce que terroriste comme elle l'est dans d'autres pays en Europe et même d'ailleurs dans le monde arabo-musulman. Et donc vous voyez qu'il y a quand même
une passivité, un aveuglement volontaire, oui, une collaboration dangereuse du pouvoir vis-à-vis de ceux qui nous détestent, au prétexte justement de ne pas faire le jeu du Rassemblement national, de respecter les minorités, de ne pas faire de discrimination. Vous savez, les islamistes sont très forts pour reprendre nos propres principes à leur profit, c'est-à-dire ils se réclament eux-mêmes de la laïcité, ils se réclament naturellement de la liberté de se vêtir, de la liberté de dire, ils se réclament du pluralisme pour essayer subvertir finalement. Subvertir et d'imposer leurs droits qui, eux, n'ont rien de démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous parlez de nos dirigeants qui ont finalement laissé prospérer l'islam radical, on pourrait aussi parler d'ailleurs du narcotrafic, hein, c'est ce que disait notamment, je crois, le patron du renseignement territorial, Bertrand Chamoulot, dans Le Monde fin décembre. Hein, il parlait de 2 risques majeurs, cohésion nationale, pour la cohésion nationale, narcotrafic et séparatisme islamiste. Est-ce que nos dirigeants aussi n'ont pas laissé tout cela prospérer par volonté d'acheter une forme de paix sociale, de tranquillité dans les zones de non-droit? Il y a beaucoup de motifs, en effet. Il y a quand même, malgré tout, cette soumission au terrorisme moral de l'antiracisme. Moi, je tiens quand même SOS Racisme pour un des premiers responsables de cette situation de soumission aux minorités, pour des bons sentiments au début, et puis ensuite, malgré tout, pour ne pas avoir à stigmatiser. Et puis, en effet, il y a eu une dérive lente qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, les Juifs sont en insécurité en France, et qu'on ne voit pas que cet antisémitisme est le premier facteur d'insécurité. Ce sont les Juifs qui sont les premières cibles. Quand j'entends dans cette manifestation de samedi, il y avait une banderole pour défiler contre l'islamophobie, mais enfin là encore c'est une autre imposture que de dire que les musulmans, qui sont maintenant une communauté très importante en France, sont les semblables aux Juifs dans les années 30. Enfin, il faut arrêter avec ce foutage de gueule. Enfin, personne ne menace les musulmans, et au contraire, les musulmans sont la communauté la moins menacée, les Juifs étant la première et les chrétiens la deuxième. Donc voilà, nous sommes dans cette imposture, et il faut aujourd'hui que les yeux s'ouvrent, et que dans le fond, et ça c'est mon vœu, que les droites populaires, les droites nationales, se rendent compte qu'elles sont porteurs de cette révolte des oubliés, et qu'elles devraient maintenant, tout à faire cessante, descendre dans les rues, plutôt que de laisser les rues à l'extrême gauche, descendre dans les rues, mais unifier cette fois-ci, en cessant de se tirer dans les pattes, afin de dénoncer les fossoyeurs, ceux qui nous mettent dans cette panade-là. La droite, la culture de la rue n'est pas dans les traditions de la droite, mais quand la droite descend dans la rue, ça fait du bruit. Rappelez-vous que lors de l'école libre en 84, il y avait eu 2 millions de personnes qui étaient descendues dans les rues pour défendre ces écoles-là. En 2017, il y avait eu des millions de personnes qui étaient descendues dans la rue pour la manif pour tous. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'une manifestation similaire aujourd'hui pour dénoncer la menace existentielle qui est portée précisément à la France par ses ennemis intérieurs? Et je pense que cette mission serait dévolue à ces droites des Républicains au Rassemblement national, qui pour l'instant se tirent dans les pattes dans des querelles d'ego que je ne comprends pas, qui deviennent complètement stupides. Et je pense que ce serait l'occasion justement de réunifier tous ces grands courants patriotes qui, au prétexte que les uns ou les autres n'ont pas les mêmes vues sur les retraites ou sur des aspects économiques plus ou moins libéraux, ne veulent pas se parler. Mais enfin, les problèmes économiques, malgré tout, sont importants, je ne dis pas le contraire, mais passent bien après les problèmes civilisationnels qui nous sont posés. Il faut quand même qu'on se rende compte que la France, à force de dire qu'il est minuit moins 5, concernant la France et son avenir, il est minuit tout court. Je pense que si rien ne se passe dans ces prochaines années, le nombre, l'effet du nombre, l'effet de la démographie, l'effet de cette submersion migratoire qui fait venir 500 000 personnes par an, fera en sorte que elle appliquera à elle-même ses propres règles juridiques par la force de la démocratie. Donc il faut quand même bien se rendre compte que
Je ne sais d'ailleurs même pas s'il n'est pas trop tard. Je veux croire qu'il n'est pas encore trop tard et que le peuple français, les Français, les Français européens, les Français de souche sont encore à peu près 50 millions sur les 70 millions. Donc ils sont encore majoritaires, Dieu merci, mais vous voyez quand vous suivez les courbes, c'est tout à fait, c'est un peu angoissant de voir que maintenant, je crois que c'est un quart des naissances, ou plus d'un quart des naissances sont des naissances qui sont d'origine étrangère, mais plus singulièrement de civilisations extra-européennes. Et j'entendais d'ailleurs Nicolas Pouvreau-Monti, donc le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, je crois qu'il se basait sur des chiffres de Michel Tribala, dire sur CNews que les Français ayant 4 grands-parents nés en France, ce qu'il appelait les Français au carré, pourraient être minoritaires à l'horizon 2050 ou 2060. Oui, bah voilà. Est-ce que maintenant on peut inverser les courbes ? Je n'en sais rien. Il est possible en effet que beaucoup soient déjà irréparables, mais en tout cas, il est aberrant que l'on fasse venir encore maintenant, et depuis quelques années, 500, je répète ce chiffre qui est quand même désarçonnant, quoi. 500 000 personnes par an, ce sont des personnes qui viennent très majoritairement de pays dont on sait maintenant qu'ils ne s'intègrent pas, qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ils ne viennent pas pour chercher querelle, ils viennent naturellement pour y trouver un Eldorado, pour beaucoup d'entre eux. Je ne jette pas la pierre. Ce n'est pas eux que j'accuse. Ce sont j'accuse ceux qui les font venir, bien entendu. C'est tout à fait irresponsable d'avoir à déplorer le communautarisme et le séparatisme qui s'installent au sein de la nation française, qui n'est plus une ni indivisible, et de continuer précisément à alimenter ce qui crée ce séparatisme et ce communautarisme, et avec naturellement toutes les dérives que l'on a vu apparaître depuis les années 2000, avec ce nouvel antisémitisme des cités, que l'on avait vu après la deuxième intifada, je m'en souviens parfaitement, c'était en 2000-2001, les premiers mouvements antisémites qui avaient fait fuir les Juifs des cités, à cette époque-là, n'avaient pas été dénoncés par les mouvements antisémites, le MRAP, la LICRA, SOS Racisme, etc., justement par déférence vis-à-vis de ces minorités dont on disait qu'il ne fallait pas y toucher, touche pas à mon pote. Eh bien, voilà. Donc, il y a toutes ces dérives idéologiques qui, aujourd'hui, mériteraient d'abord d'avoir à rendre des comptes, et peut-être même, dans le fond, à tous ces dirigeants qui ont mis la France dans cette situation d'insécurité permanente, devoir à rendre des comptes devant la justice administrative. Les Verts ont fait condamner l'État pour inaction climatique il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'invite à faire des démarches identiques pour inaction sécuritaire. Il y a quand même non-assistance à personne en danger pour un bon nombre de personnes. D'ailleurs, j'observe que beaucoup de victimes aujourd'hui, que les victimes aujourd'hui, les victimes d'inaction de l'État, commencent à désigner l'État. Rappelez-vous que c'était en août, je crois, de l'année dernière, la veuve du gendarme Comines. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Et ce gendarme qui avait été tué par quelqu'un au volant qui l'avait renversé. Dernièrement, une autre famille a tenu un propos, alors je n'ai plus le nom en tête de la victime, de la jeune victime, c'était à Paris, a tenu des propos un peu similaires en disant... oui, ce jeune adolescent de 14 ans tué à coups de machette. Ouais. A tenu un propos un peu similaire en disant qu'elle tenait comme malgré tout pour responsable l'État politique. Je n'ai plus la phrase en tête, mais enfin malgré tout, on voit que les familles elles-mêmes commencent à dire que ce ne sont pas des faits divers, tout ceci, ce sont des faits de société, et des faits de société qui montrent le lent délitement d'un abandon de l'État. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, sont en état d'abandon d'un État qui brandit son sabre de bois pour faire des guerres à l'extérieur et qui laisse faire ceux qui se sont installés, souvent sans y être invités, et qui nous font la guerre, même à travers leurs enfants. Alors, on entend régulièrement que finalement cette immigration, elle serait indispensable pour assurer le renouvellement des générations, du fait notamment de la baisse de la natalité en France. Oui, naturellement, vous pouvez avoir un raisonnement comptable, un raisonnement administratif, un raisonnement déshumanisé, et sur le papier, en effet, si vous voulez que l'on paye les retraites de demain en gardant ce système par répartition, il faudra plus d'immigration. C'est d'ailleurs ce que dit également le patronat, parce que le patronat est un des premiers responsables également de cette immigration de peuplement, parce qu'il y voit dans cette manœuvre
naturellement une source exploitable facilement. C'est une manœuvre docile qui accepte des bas salaires, etc. Donc on peut très bien continuer dans cette réflexion déconnectée des réalités, dans cette réflexion déshumanisée, en pensant que tout étant équivalent, un peuple peut remplacer un autre, une religion une autre, une civilisation une autre, et que dans le fond, que la France, dans son ADN, ne représente plus qu'un grand vide. Et on entend ça d'ailleurs, on entend ça même dans les journaux économiques. Je lis les journaux économiques. Parfois, je suis effaré par le raisonnement du patronat qui est prêt à liquider encore davantage ce qui nous reste de la France millénaire. Ces gens sont fous, ces gens sont fous. Alors on peut faire ça. D'ailleurs, peut-être auront-ils la raison. Ce seront peut-être eux qui vont gagner. Ce sont eux qui gagnent pour l'instant avec ces raisonnements idiots. Simplement, on peut peut-être réfléchir sur les retraites, par exemple. D'ailleurs, à comprendre que ce système par répartition, qui voulait donc que ce soit auparavant, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Maintenant, on n'est plus que 1,7 cotisants. Et bientôt, ce sera plus que 1 cotisant pour un retraité. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce système à la Madoff, cette pyramide de Ponzi s'essouffle et qu'il faut trouver autre chose. Enfin, donc, il faut trouver des systèmes par capitalisation, il faut trouver des harmonies entre les deux. Enfin, bon, bref, il y a quand même un manque, là encore, un manque de réflexion, un manque d'intelligence qui est épouvantable. Et je pense que parmi toutes les crises que l'on a à subir aujourd'hui, la crise de l'intelligence des élites est la plus grave, dans le fond. C'est-à-dire que, naturellement, ce sont tous des gens pris individuellement qui sont vraisemblablement très brillants, mais qui ne voient rien, encore une fois, qui ne voient rien de cette vie des gens, qui ne voient rien de cette insécurité culturelle, qui ne voient rien du désir des Français de perpétuer une continuité historique, qui ne voient rien de rien, qui n'entendent rien à rien, sinon des raisonnements comptables. Et une nation a une âme. Bon sang, une nation ne se réduit pas quand même à des courbes, à des statistiques et à des comptes d'exploitation qui devraient être en équilibre. Donc voilà, c'est tout ce vieux monde qu'il faut balayer à coups de pied dans le derrière, parce qu'il a fait vraiment, il a trop fait de mal à la France elle-même. Encore une fois, moi je suis désespéré de voir l'état dans lequel est la France aujourd'hui, désespéré également un peu de la passivité, parce que d'une partie d'un peuple qui a été terrorisé, mais en même temps très, très optimiste sur quand même ce que je vois advenir de cette révolution du réel qui force aujourd'hui, par la force des choses, par la force des évidences, qui force à faire le procès de tous ces idéologues ces vendeurs de nuages qui n'ont pas vu quels étaient les désastres de leurs idées, peut-être très généreuses et très brillantes sur le papier, mais qui, appliquées dans la réalité, sont des désastres, tout simplement des désastres, ou alors qu'on prouve le contraire. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup maintenant dans les discours de la gauche ou de l'extrême gauche, beaucoup de gens qui s'accommodent dans le fond de cette société en disant que dans le fond, maintenant, cette société multiculturelle étant ce qu'elle est, c'est un peu le raisonnement de Mélenchon, il est temps, dit-il, de donner les clés, c'est son expression, de donner les clés aux nouvelles populations venues d'Afrique. Alors, naturellement, allons-y, mais la France, demain, nous n'aurons plus des Français, nous aurons des Franciens, ou je sais pas, on les appellera autrement, mais ce ne sera plus la France que j'ai connue. Moi, je suis légataire, moi et d'autres, légataire d'une culture qui a millénaires, je me sens redevable de mes ancêtres et en tout cas je n'entends pas disparaître et certainement pas me faire jeter des pelletées de terre sur mon passé, sur ma nation sans que je ne réagisse. Et donc pour ça que j'invite aujourd'hui, mais ardemment, tous ceux qui comme moi ne veulent pas que la France meure, à descendre dans la rue, puisque c'est la rue maintenant qui devient un petit peu le réceptacle de toutes les colères, ou naturellement, je préférais que ce soit à travers des élections, mais encore faudrait-il que l'on permette maintenant à tous les candidats de se présenter. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. Vous voyez ce qui s'est passé en Roumanie, où un candidat qui n'a pas plu à l'Union européenne et qui n'a pas plu à une cour de justice roumaine a été exclu également sous les applaudissements des démocrates, entre guillemets, Calin Georgescu, voilà, de l'Union européenne. Donc, vous dites, mais il y a quand même, il y a quelque chose qui ne marche plus au Royaume du Danemark.
Et est-ce que vous avez d'ailleurs la nostalgie de la France que vous avez connue dans les années 60 ou 70, par exemple? Comment ne pas l'avoir? Comment ne pas l'avoir? J'ai eu la chance, effectivement, je suis né en 52, j'ai eu la chance de connaître les années 60 et 70. Je suis baigné de nostalgie, bien sûr. Je sais bien que c'est un mot qui est interdit, même encore aujourd'hui par les politiques qui se disent non, non, il ne faut pas être nostalgique, il ne faut pas regretter le passé. Ben, bien sûr que si. Enfin, nous avons, c'était à l'époque les 30 glorieuses, maintenant nous vivons les 40 calamiteuses, et peut-être les 50 calamiteuses. On a le droit quand même de faire des comparaisons et de se rendre compte que, alors certes, il y a eu des progrès, c'est toujours la même chose, on dit mais si, regardez, il y a eu des progrès en médecine et en ceci et cela. Oui, en effet. Je veux bien l'admettre, mais malgré tout, il y a eu un déclin considérable, ne serait-ce que dans la manière de vivre, dans la manière dont nous vivions ensemble, sans avoir à nommer ce que nous vivions comme étant un vivre ensemble. On ne parle maintenant du vivre ensemble que depuis que l'on ne vit plus ensemble. Et donc oui, en effet, j'ai connu cette période bénie où la liberté d'expression était totale, et où les Français se sentaient encore chez eux en France, tout bêtement, ces enfants, et apprenaient l'histoire de France, et savaient leur histoire de France, savaient, et où les écoles apprenaient, transmettaient une culture commune. Là même, l'éducation nationale se demande si elle doit transmettre la culture française ou la culture des minorités, si c'est bien le français qu'il faut apprendre, ou la langue des nouveaux arrivants. Enfin bon, oui. Donc voilà, je suis, alors peut-être est-ce que je ne suis plus de mon époque, il est bien possible que je ne sois plus de mon époque, mais en même temps, mon petit doigt me dit, dans ma théorie de la revanche des parias, que parmi ces parias, il y a également les nostalgiques, et que je pense que la nostalgie devient un point de repère, justement. Alors je ne dis pas qu'on pourra revenir à ce qui était auparavant, je sais bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais en même temps, j'observe que d'abord on peut reconstruire. On a reconstruit Notre-Dame, c'est un peu symbolique, mais malgré tout, on les a reconstruits avec les règles de l'art. Il y a encore au cœur de la société française énormément de Français qui vivent comme dans les années 70, c'est-à-dire avec des solidarités locales, avec des respects, avec une défiance vis-à-vis de l'État, avec une grande liberté de dire et de penser, parce qu'il ne faut pas croire que ces censures s'appliquent à toute la société profonde. Beaucoup les Français, quand vous les côtoyez, vous disent, vous parlent normalement, ils parlent comme dans les années 60 ou 70, pour reprendre cette expression-là. Donc il y a encore une vitalité, et moi j'espère que cette vitalité va à nouveau s'exprimer, parce qu'elle était représentative de ce qu'était l'esprit français de l'époque. Enfin, l'esprit français hérité de nos siècles était un esprit d'impertinence, de joie de vivre, et les gens chantaient, etc. Enfin, il y avait que tout de même, et c'est cette France-là, dans le fond, que j'ai connue dans ces derniers soubresauts, bien sûr. Donc, pourquoi ne pas la retrouver? Parce que je sais qu'elle existe encore. Moi, je suis un provincial, et donc je vais souvent en province, et je vois bien qu'en province, on ne vit pas comme à Paris. Et donc, c'est aussi ce monde parisien qui impose cette société des métropoles, Métropolia, dont parle Guy Luy dans son dernier livre, qui ne correspond en rien à ce qu'il appelle périphéria, c'est-à-dire ces mondes des provinces, ce monde girondin, ce monde qui n'a pas beaucoup évolué dans le fond. Et vous savez, pendant la manif des Gilets jaunes que j'avais suivie de bout en bout pendant très longtemps, j'avais été surpris de voir que les manifestants, d'abord, étaient très sympathiques, et ils se coiffaient souvent d'une manière un peu ridicule, de casques gaulois avec des grandes tresses blondes, ou avec des bonnets phrygiens. Donc, ils venant des provinces, c'était vraiment le peuple ordinaire, appelons-le comme ça, enfin les gens ordinaires. Et donc, c'était très sympathique de voir qu'eux-mêmes se réclamaient d'une continuité historique de ces Gaulois réfractaires dont a parlé d'une manière si hautaine le président de la République sous les ors de son palais. C'est un peu cette France-là, moi, que j'aime, cette France-là que je veux soutenir. Et c'est à cette France-là que je m'adresse, parce que c'est cette France-là qui n'est pas, pour l'instant, qui manque de porte-parole, en tout cas dans les médias. Alors elle en a maintenant un peu plus qu'auparavant, mais elle est encore très largement méprisée. Rappelez-vous, Macron, parlant de ces gilets jaunes, avait parlé de foule haineuse, de lèpre qui monte. Enfin, vous vous rendez compte de comment un président de la République se permet de parler de son propre peuple et de s'écarter de son peuple à ce point, en traitant tous les autres maintenant d'extrémisme de droite, au prétexte qu'ils ne
certains ne veulent pas le suivre dans ses élucubrations égotiques et narcissiques. Enfin, non, ça suffit, ça suffit. Et comment vous expliquez aussi peut-être cet échec de l'intégration de certaines populations immigrées? Vous parliez du mythe du vivre ensemble. Comment en est-on arrivé finalement à ce que des jeunes Français d'origine étrangère puissent nourrir parfois une véritable haine envers le pays où ils sont nés? Je ne leur jette pas la pierre. Encore une fois, ce n'est pas à eux que j'en veux. Eux, ils viennent par l'effet du nombre, tout simplement, avec leur culture, des cultures extra-européennes qui sont majoritairement arabo-musulmanes, qui ne s'accordent pas, par définition, avec la culture occidentale sur la manière de se vêtir, mais sur la manière sur leur rapport à Dieu, d'abord, sur leur rapport à la religion, sur leur rapport aux femmes, sur leur rapport à la nourriture. Enfin bref, ils viennent avec leur mode de vie. Alors les premiers d'entre eux ont pu s'intégrer, s'assimiler. Il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de musulmans, par exemple, pour parler d'eux plus directement, qui se sont assimilés et intégrés. Il y en a qui sont tout à fait remarquables, bien entendu. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il y a une incompatibilité totale entre l'islam et la République, mais l'effet du nombre et cet effet, cette sorte d'invasion aujourd'hui qui est celle qui est représentée par, encore une fois, ces immigrations qui font venir maintenant 500 000 personnes par an, parce que je reprends ce chiffre, enfin il me paraît complètement étourdissant, font en sorte que vous ne pouvez plus demander à un peuple qui, culturellement, a été déjà si différent d'une autre, de s'assimiler à une culture occidentale. Enfin, jamais l'Occident, l'histoire a montré suffisamment, tout au long des siècles, les frictions qu'il y avait entre l'Occident et le monde musulman et le monde islamique, à commencer par la prise de Constantinople jusqu'à l'invasion des Arabes jusqu'à Poitiers. Enfin bon, on sait, donc il est faux de dire que l'Andalousie irénique serait le futur qui serait préservé, qui serait promis à la France. Je n'y crois pas. D'ailleurs, l'Espagne, au bout de 7 siècles, a fait sa reconquista également. Donc, encore une fois, il y a une grande naïveté, un aveuglement volontaire, parce qu'en fait, les gens ne sont pas sourds. Ils savent très bien que c'est impossible que ces cultures puissent s'assimiler totalement à la France, à moins que de demander à la France, et un petit peu c'est ce qui se passe aujourd'hui, de s'assimiler à ses propres cultures, parce que la grande perversion du discours que vous entendez aujourd'hui, c'est que la France doit abandonner son modèle d'assimilation, excusez-moi, au profit d'un modèle anglo-saxon multiculturel, où là, naturellement, toutes les cultures peuvent s'exprimer dans leur identité, dans leur visibilité, dans le voile, etc. Mais vous vous rendez compte que ces sociétés multiculturelles ne sont pas des sociétés construites, ce sont des sociétés qui, elles aussi, deviennent multiconflictuelles. Vous voyez l'état de la Belgique, qui est maintenant... devient un petit Belgiquistan, enfin, à travers les descriptions que je peux lire dans les médias, et à travers l'envergure que prend la charia dans la gestion publique des communautés. Vous voyez l'Angleterre, vous voyez la Grande-Bretagne, vous voyez tous ces pays anglo-saxons qui se sont laissés subvertir. C'est pour ça que moi je me félicite malgré tout de ce réveil de la révolution du bon sens qui est menée par Trump. On peut ne pas aimer Trump, je comprends très bien toutes les critiques qui peuvent être portées contre lui, mais au moins exprime-t-il une résistance d'une culture occidentale qui ne veut pas disparaître sous le poids des minorités, sous le poids des culpabilisations, sous le poids des idéologies, et lui envoie balader ça à sa manière, naturellement. C'est pas très académique, et les Français n'aiment pas beaucoup cette manière de faire de Trump, mais il faudrait savoir également ce qu'on veut. Donc moi, je soutiendrai plutôt Trump, même si je n'aime pas du tout, naturellement, ce qu'il représente dans son style. Dans son style et dans son culte de l'argent, du business, de sa manière de parler de fric quand il fait des négociations diplomatiques, tout ça m'exaspère, mais en même temps, encore une fois, je trouve qu'on n'a pas à ergoter sur les moyens quand on est maintenant dans une situation de survie telle qu'il faut par un biais ou par un autre essayer de réveiller cette France
somnolente, cette France trop somnolente peut-être de mon point de vue, dans cette France tétanisée, qui malgré tout, je le pense, je crois le comprendre, n'a pas envie de disparaître et est prête à se mobiliser pourvu qu'elle trouve voilà, un moteur, une goutte d'eau, la goutte d'eau, j'attends la goutte d'eau. Bah, c'est d'ailleurs le vice-président J.D. Vance, je crois, qui parlait de suicide civilisationnel de l'Europe dans une interview à Fox News là, courant mars, en parlant notamment de la question de l'immigration. Oui, son discours était tout à fait remarquable. Donc vous partagez ce point de vue, il y a une forme de suicide civilisationnel. J'ai totalement partagé ce point de vue. Je trouve que cet homme politique, d'ailleurs, est beaucoup plus intéressant que Trump, dans la mesure où il conceptualise, il a bien compris quelle était, ça me fait penser un peu au discours de Harvard de Solzhenitsyn, il a bien compris quelles étaient nos faiblesses, et d'ailleurs, il a dit deux choses. D'abord, il a dit que, en effet, la Russie n'était pas notre ennemi principal, et que notre ennemi principal, c'était un peu d'ailleurs ce que je vous ai dit tout à l'heure, que notre ennemi principal, je crois me souvenir, c'était précisément nos élites, enfin, il dit pas ça comme ça, mais c'était plutôt nos élites, et qu'en fait, il enjoignait aux dirigeants européens de ne pas avoir peur de leur propre peuple. C'est ça ce qu'il dit. Tout à fait. Et c'est assez très intéressant, parce que c'est effectivement ce que disait Trump à ses électeurs, en disant que même si Trump n'est pas naturellement de ce monde de la classe moyenne, c'était naturellement un milliardaire new-yorkais qui avait pignon sur rue, mais il a réussi à s'adresser à ce peuple des oubliés des États-Unis. Et c'est à ce peuple-là qu'il faut aujourd'hui s'adresser, parce que ce peuple est tout sauf méprisable. C'est au cœur de ce peuple français, de ce peuple européen, que sont préservés ce qui constitue notre civilisation, ce que sont préservés précisément ce monde passé dont on peut regretter qu'il ait été aussi abîmé, en tout cas par les élites cosmopolites qui, par universalisme, estiment aujourd'hui que les peuples, les cultures, les civilisations sont remplaçables indifféremment, et qui ne voient pas que les peuples sont fragiles, que la nation est fragile, que la France est fragile. Vous pensez qu'un sursaut est toujours possible? Vous parliez des gilets jaunes tout à l'heure, qui ont été réprimés assez sévèrement. Vous pensez qu'on pourrait avoir une nouvelle révolte populaire Je l'espère. Enfin, une révolte, tout dépend. Oui. Je pense que nous vivons encore une fois une révolution. Cette révolution, je pense qu'il faut qu'elle aboutisse. Elle est en cours depuis longtemps. Ça fait longtemps que je la décris, cette révolution. Ça fait au moins 10 ans que j'emploie ce terme, je crois me souvenir, ou un peu moins. Et donc, vous savez, je crois que c'était Chateaubriand qui disait, en parlant de la révolution de 89, quand la révolution de 89 a explosé, elle était déjà terminée, parce que cette révolution, elle avait déjà imprégné la société pendant les années précédentes à travers leurs philosophes, etc. J'ai l'impression qu'on peut vivre cette même période-là avec un point d'aboutissement, une sorte d'apocalypse, de révélation qui pourrait avoir lieu d'une manière non violente, j'espère, ou à travers des élections. Les révolutions se passent rarement de manière non violente. Voilà. Bon, faisons l'hypothèse d'une révolution non violente, mais je pense que si l'on trace les lignes, encore une fois, elles permettent cette revanche des parias, pour reprendre mon expression, pour essayer de me faire comprendre, cette révolution conservatrice, cette révolution des réalités, cette révolution des œillères, cette révolution du bon sens, vous l'appelez comme vous voulez, et qui me semble être la dynamique aujourd'hui qui s'installe dans tous les pays européens, pas simplement aux États-Unis, pas simplement en France, mais également en Europe. C'est ce réveil des peuples qui dit en fait qu'une démocratie n'est pas viable si une démocratie se fait contre le peuple. Il paraît simplement être une évidence. Et donc c'est cette évidence-là qui me semble être aujourd'hui au cœur des débats, au cœur des soubresauts, et qui me fait être optimiste. Pour répondre à votre question, qui me fait être optimiste, mais en même temps je suis réaliste, je ne veux surtout pas tomber dans les biais idéologiques que je reproche à ma profession, et je vois qu'il y a effectivement encore une sorte d'apathie générale dans l'opinion, qui a été maltraitée, qui a peur, qui a été maltraitée par les Gilets jaunes, qui d'abord tient à son confort, mais en même temps, je vois qu'il y a des signes de maltraitance qui se multiplient. Quand vous avez par exemple ce gouvernement imbécile qui
qui veut imposer des zones d'exclusion, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, les zones de faible émission. Les zones de faible émission, c'est-à-dire d'interdire la circulation des véhicules d'interdire plus aux gens polluants de dans les rentrer grandes avec des agglomérations. voitures qui seront un peu trop polluantes, mais c'est une ségrégation complètement idiote, qui rappelle d'ailleurs ce qui avait été le détonateur des Gilets jaunes quand le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait augmenté la taxe carbone sur les fuels au prétexte de se plier aux desiderata des écologistes et de faire en sorte que la France soit bonne élève dans les émissions de gaz à effet de serre, alors qu'elle ne représente que 1% mondial des gaz à effet de serre et que la Chine et l'Inde et tout ça se fichent de cela comme de l'an 40, donc ça ne servait à rien. Donc voilà, et simplement il y avait une sorte de petite jouissance à taper sur ce peuple ordinaire. Alors quand on ne tape pas dessus, on le méprise, quand on ne méprise pas, on l'insulte. Et je fais cette hypothèse, et j'invite d'ailleurs ce peuple ordinaire, en effet, à se révolter pacifiquement, ce serait quand même mieux, bien entendu, mais je pense que c'est lui, aujourd'hui, qui est le plus apte à reprendre les choses en main, même dans l'urgence, à travers des réponses pragmatiques, qui ne seront pas des grandes envolées lyriques, ça je le conçois bien, mais en attendant qu'une doctrine pallie à la grande paresse des intellectuels qui, depuis 30 ans ou 40 ans, n'ont pas voulu penser l'autre monde, ce monde qui vient, qui n'ont pas voulu voir en se contentant de cette tyrannie de la social-démocratie. Je pense qu'il faut attendre effectivement de ce bon sens populaire qui effraie les intellectuels, une intelligence collective. Je fais confiance, moi, à l'intelligence, à la sagesse collective. Et naturellement, j'invite les hommes politiques à penser ce monde de demain qui n'a pas été suffisamment construit pour l'instant. Ça, c'est aussi un des éléments de mon inquiétude, c'est-à-dire que la chape du politiquement correct, le conformisme, le suivisme intellectuel, l'endormissement des élites, la faillite des philosophes, enfin beaucoup d'entre eux, enfin maintenant quelques-uns se réveillent. Bien entendu, je pense à Michel Ronfay et tout ça qui sont intéressants à suivre. Mais qui, pour le coup, était à l'antipode de l'opposition pendant la crise sanitaire. C'est pour ça qu'il est révélateur, effectivement, d'un changement d'attitude en fonction de ce que vivent les gens. Michel Onfray, par exemple, se décrit comme étant girondin, plutôt anarchiste, j'ai bien compris, en tout cas libertaire et à l'écoute des gens. Moi, ça me va très bien. Je suis contre une mainmise de l'État. Je suis également décentralisateur et girondin. Je suis attaché je suis un libéral conservateur et social, c'est-à-dire qu'il faut également que, à travers ce conservatisme libéral, la question sociale puisse être une priorité, ce qu'elle n'était d'ailleurs pas toujours chez les conservateurs. Il faut qu'il y ait tout ceci en même temps pour essayer de répondre à l'attente, en effet, de ceux qui ont été exclus de la démocratie. On nous parle de démocratie illibérale en stigmatisant les démocraties de certains pays de l'Est, mais je suis désolé, mais nous sommes dans une démocratie illibérale nous-mêmes, dans la mesure où toute une partie d'un peuple, aujourd'hui, est considérée comme étant insignifiant, et c'est une partie d'un peuple qui est majoritaire. Dois-je vous rappeler quel est le socle du président de la République? S'il atteint les 20%, les 25% des bonnes années, il est content. Est-ce que vous voyez justement un homme politique aujourd'hui qui pourrait incarner le renouveau, le changement que vous appelez de vos voeux? Non, je ne le vois pas. Alors, il y a des hommes politiques à droite qui sont tout à fait remarquables. Je pense à Jean-François Bellamy, Bruno Retailleau, pourquoi pas Wauquiez, qui est un peu plus ambigu, mais on voit bien que toutes ces personnalités sont des personnalités qui sont trop éparpillées et qui n'ont pas une envergure telle qu'elle pourrait jouer le rôle de Trump. On n'a pas un Trump français pour l'instant. Je ne le vois pas. Peut-être, je me trompe peut-être, mais enfin pour l'instant je ne le vois pas. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt, et c'est mon combat depuis maintenant également des années, c'est une union de toutes ces droites qui en fait pensent la même chose sur les grands sujets qu'on a abordés, pensent la même chose sur les sujets identitaires de civilisation, de cohésion nationale, et simplement qui différencie, qui se bouffe le nez sur des questions annexes concernant la gestion, la vision plus ou moins libérale de l'économie. Mais même quand j'entends les Républicains faire procès à Marine Le Pen ou Zemmour faire procès à Marine Le Pen d'être socialiste, ce n'est pas vrai.
ce procès ne tient pas debout non plus. J'entends Bardella maintenant a un discours qui est tout à fait libéral, qui me semble être tout à fait libéral. Alors sans doute leur doctrine économique n'est pas encore totalement établie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réflexions qui ne sont pas encore abouties de leur point de vue. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, ces questions économiques sont annexes. Les questions d'argent sont annexes. Là, il s'agit vraiment aujourd'hui d'avoir, là je vais me répéter, mais d'avoir à défendre la France pour ce qu'il en reste. Et là, toutes les bonnes volontés sont de mise et il faut que les droites s'unissent à travers pourquoi pas, avec cet essai d'une grande manifestation que je propose, et en tout cas qu'elles s'unissent dans des unions plus politiques à travers des élections. Et j'espère qu'en 2027, ils vont cesser de se tirer dans les pattes. Cette guerre d'ego, oui, mais je vois que vous dodelinez de la tête, parce qu'on a dit et on a répété que la droite française était la plus belle du monde, ce qui est vrai. Mais peut-être pourrait-elle se rendre compte aujourd'hui qu'elle est malfaisante dans ces querelles intestines qui ne sont pas comprises des Français, tout simplement, qui ne servent à rien. Qui ne servent pas l'intérêt des Français, en tout cas. Qui ne servent pas l'intérêt des Français, mais qui ne servent même pas non plus leur propre intérêt, parce qu'ils s'interdisent d'accéder au pouvoir s'ils ne sont pas soutenus par les uns ou par les autres. Ensuite, libre à eux, l'élection dira quel est le candidat qui pourra fédérer, dans le fond, cette union des droites. Ça, c'est une autre chose. Et donc, il y aura un porte-parole qui sera à choisir par les Français. Mais je ne crois pas, moi, à l'homme ou à la femme providentielle en tant que tel. Je crois plutôt à une émanation d'une union qui désignera un porte-parole qui aura pour tâche de représenter ces différents courants dans une forme synthétique. Ouais, bon, ça me paraît quand même pas inatteignable. Enfin, j'espère. Peut-être un mot aussi sur la crise entre la France et l'Algérie. Qui couvre depuis plusieurs mois, qui a commencé l'été dernier avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par Emmanuel Macron et qui se poursuit depuis avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, vous en parliez tout à l'heure, ou encore le refus d'Alger de récupérer plusieurs de ses ressortissants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise entre Paris et Alger ? Elle reflète ce que l'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire la faiblesse de la France qui feint des autoritarismes d'État au plan intérieur sur les peuples faibles, qui feint de mener d'une guerre contre la Russie dans un conflit qui ne nous appartient pas, mais qui, face à l'Algérie qui veut poursuivre la guerre d'Algérie, précisément dans une sorte de troisième mi-temps qui serait maintenant conduite sur le sol national, est pétri de culpabilité, pétri de réticence et n'ose pas s'affirmer face aux provocations maintenant systématiques du régime algérien qui détient encore, à l'heure où l'on parle, un écrivain français, Boualem Sansal. Et donc cela reflète effectivement l'abandon de l'État, la grande imposture de cet État qui, encore une fois, se veut guerrier pour faire la guerre dans des contrées qui ne nous concernent pas et qui, là, est en train de baisser les armes au prétexte de vouloir flatter, notamment au prétexte de s'excuser du passé colonial. Je ne veux pas vous rappeler ce qu'avait dit le candidat Macron, si je vais vous le rappeler, ce qu'avait dit le candidat Macron en disant que la colonisation de l'Algérie avait été un crime contre l'humanité. Donc déjà, en se soumettant au récit attendu d'une Algérie qui veut prendre sa revanche, et puis surtout en se soumettant d'ailleurs également à un islam intimidant qui réclame également à chaque fois des actes de soumission, mais plus gravement en se soumettant aussi à ce qu'il croit être une communauté franco-algérienne immigrée en France qui serait solidaire de Tebboune. J'entendais l'ancien ambassadeur de France en Algérie dire que cette communauté franco-algérienne serait évaluée à 7 millions. C'est-à-dire, si l'on prend, il y aurait 900 000 Algériens en France, et si l'on prend les binationaux et ceux qui sont issus de cette immigration, cela ferait 7 millions. C'est-à-dire, c'est déjà considérable, ce qui vous donne d'ailleurs une idée de ce que représente le monde musulman en France, au-delà de ces 7 millions de seuls Algériens, franco-algériens.
Et donc, je crois comprendre qu'il fait cette hypothèse que parmi ces 7 millions d'Algériens, beaucoup viendraient soutenir également le régime de Tebboune. D'abord, je n'en suis pas si sûr que ça, parce que la communauté algérienne, franco-algérienne, est très divisée. Il y a des Algériens qui ne se reconnaissent pas du tout dans le régime de Tebboune, je l'espère. Je suis assez proche de la communauté kabyle pour savoir que la communauté kabyle exilée, celle qui se retrouve derrière le gouvernement provisoire de mon ami Ferhat Mehni, n'est pas du tout solidaire naturellement et loin de là de ce gouvernement-là. Donc je pense que c'est alors peut-être y a-t-il aussi des Algériens qui naturellement prendraient mal le fait que leur gouvernement algérien soit humilié par la France, mais je pense que la France aujourd'hui se doit d'entamer cette épreuve de force que réclame Retailleau et que ne veut pas engager pour l'instant Emmanuel Macron. Alors, je n'ai pas tous les éléments. Peut-être y a-t-il effectivement des relations diplomatiques délicates pour essayer d'obtenir la libération de Boualem Sansal. Je mets ça également dans la balance. Je ne cherche pas à mettre de l'huile sur le feu. Peut-être qu'on peut... Si c'est ça l'explication de la passivité de la France, elle est honorable. Mais si c'est simplement pour éviter des affrontements avec un régime qui nous méprise, c'est tout à fait déplorable, méprisable. Je crois qu'Emmanuel Macron a déclaré qu'il faisait confiance à la clairvoyance du président algérien dans le cas de Boualem Sansal. Ça part mal. D'ailleurs, vous parliez de ses propos, effectivement, en 2017, par rapport à la colonisation qu'il avait qualifiée de crime contre l'humanité, alors qu'il était candidat et pas encore président à ce moment-là. On a eu un peu dans la même veine Jean-Michel Apathy, qui a créé une polémique assez récente en parlant de centaines d'oradours sur glane que la France aurait commis en Algérie lors de la colonisation. Oui, mais Apathy fait partie de ces médias qui sont envahis par la détestation de ce que nous avons été et qui reproduisent, dans le fond, le récit de ceux qui veulent nous voir mettre à genoux et nous battre la coulpe. Il a raison. Il y a deux choses. Il a raison, naturellement, de vouloir d'exiger de la France qu'elle reconnaisse toutes ses fautes en Algérie, mais la France a reconnu toutes ses fautes en Algérie. Je vous ai parlé du président de la République qui a dit qu'il y avait eu un crime contre l'humanité. On ne peut pas difficilement aller plus loin que ça. Mais d'abord, il a tort de dire qu'il y avait eu 100 oradours, je crois que c'était sa phrase. 100 oradours, il parlait des enfumages sous le général Bugeaud après la conquête de 1830. Il y a eu effectivement des exactions, il y a eu des enfumages épouvantables, il y a eu des crimes de masse, parfois des centaines de personnes, mais il y en a eu, je ne suis pas historien, mais si j'ai bien compris les historiens qui ont répercuté ces enfumages dans des grottes suffisamment grandes pour y contenir plusieurs centaines de personnes, il y en a eu 3. Donc appelons-les des oradours sur glane, si ça lui fait plaisir, mais d'abord ce ne sont pas des oradours sur glane, ce ne sont pas des gens qui ont été brûlés. Mais enfin bon, bref, ce sont ces parallèles odieux, mais enfin 3 c'est pas 100. Et puis surtout, donc je ne nie pas, et personne ne nie que l'armée française à l'époque a été violente, bien entendu. Mais si vous rappelez les violences de l'armée française, il faut tout de même rappeler les violences du FLN, il faut rappeler quand même également la manière dont le FLN a égorgé, a tué, a fait des crimes de masse également contre la population européenne et contre les harkis. Il y a des crimes qui sont de part et d'autre à dénoncer. Moi, il n'y a aucune réticence à aborder l'histoire en face, mais encore une fois, la France ne s'est jamais cachée de ce qui avait été cette conquête coloniale effectivement très brutale menée à l'époque, que je déplore d'ailleurs. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a pu y avoir à s'installer en Algérie, effectivement avec une sorte d'irréalisme sur la cohabitation des cultures qui là aussi a montré qu'elle était impossible. Et en tout cas, il est malhonnête de vouloir, et même un peu vicieux dans le fond, de vouloir maltraiter à ce point le passé français et de vouloir culpabiliser à ce point la France en se mettant du côté de Tebboune. D'ailleurs, j'ai vu que
Apathy avait été félicité par El Moudjahidine, je crois que c'était le journal ou un autre journal. Par le président algérien. Par le président algérien. C'était un très grand journaliste. Oui, un très grand journaliste. Et qui en a profité aussi pour, justement, puisqu'il a quitté RTL après ses propos, Jean-Michel Apathy, sur la colonisation. Et le président algérien, justement, a critiqué la liberté d'expression, justement, en France par rapport à cette affaire. Oui, bon, écoutez, Apathy est ce qu'il est. Moi, je défends la liberté d'expression, donc je défends bien sa liberté d'expression à lui aussi. Simplement, c'est un type qui est très... que je le connais pas bien, mais qui a vraiment une vision assez noire, assez détestable de la France, et je n'aime pas cet esprit défaitiste qui l'emporte et qui le met toujours du côté de ceux qui détestent le pays dans lequel il est, dans le fond. C'est une sorte de traîtrise, il fait partie des traîtres. Alors peut-être pour conclure cet entretien, comment voyez-vous la fin du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron? Dans quel état laissera-t-il la France une fois son second mandat terminé? L'état dans lequel il laisse la France, on en a parlé, je pense que c'est un état épouvantable. En rien, si vous faites le bilan de ce qu'il avait promis, je me souviens qu'il avait dit à un moment donné, je sais où je veux vous conduire. C'était il y a 3 ans ou 4 ans, je sais où je veux conduire la France. Bon. La France aujourd'hui, d'abord, se dégringole dans tous les classements. Je ne vais pas refaire le bilan de toutes les situations d'insécurité civilisationnelle ou sécuritaire, le bilan de l'éducation. Enfin, là où, partout où vous portez votre regard, vous n'avez que des désastres. Enfin, je ne vois que des désastres. Je ne demande pas mieux que l'on me montre là où cela marche. Même à l'hôpital, la crise du Covid avait reflété également la crise de l'hôpital. L'hôpital, depuis, la crise de l'hôpital s'est encore aggravée. Donc, il a été présenté comme étant le Mozart de la finance. Nous sommes dans un déficit de 300 milliards, un truc comme ça. Il voulait faire de la France une start-up nation. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je vois que les faillites s'accumulent, que les chefs d'entreprise ne sont pas aussi réjouis que ça de sa politique. Il avait dit qu'il serait un grand réformateur de l'État ventripotent. Il n'a pas, je crois qu'il a dû supprimer 1500 fonctionnaires sur une armée de 5 millions de fonctionnaires, donc il n'a rien fait du tout. Je me demande même s'il n'a pas d'ailleurs accentué les fonctionnaires, ça dépend des chiffres. Enfin, sur son bilan migratoire est épouvantable. Donc j'ai beau chercher, je ne vois pas. Alors si, peut-être peut-on dire... Si, alors je crois que sa réforme de l'impôt à la source était peut-être une petite réforme qui semble avoir été efficace. La PMA pour toutes a été une réforme dans laquelle il peut s'enorgueillir. Enfin, voilà, ce sont des petites réformes de petites choses. C'est les petits faits, des petites choses d'un petit homme qui avait de petites envergures, de petites ambitions, enfin de grandes ambitions, mais de petits effets. Donc, mais cela dit, ça ne m'étonne pas. Encore une fois, j'avais fait un livre en voyant les premiers pas de sa première mandature, en voyant chez lui une grande mascarade. J'avais ce recueil qui s'appelait Macron ou la grande mascarade. Cette grande mascarade l'a poursuivi jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est brillant, paraît-il, dans les conversations de salon, ça je veux bien l'entendre, mais qui n'a pas de vision, qui n'est pas habité, qui ne comprend pas la France, qui ne connaît pas la France. D'ailleurs, qui a fui cette France de province, parce que dans son histoire personnelle, ce petit provincial qu'il était a quitté sa province de Normandie, je ne sais plus où. Amiens, je crois. Amiens ? D'Amiens, oui, dès l'âge de 16 ans, pour rejoindre la ville lumière de Paris et de tous ses artifices. Et en fait, il est dans ce monde artificiel, dans ce monde faux, dans ce monde des élites dans lequel il resplendit. Mais ce monde des élites est un monde qui est déconnecté de la vie des gens. Et encore une fois, là, on retombe sur cette grande fracture, cette énorme fracture qui va faire encore en sorte que ce monde des déracinés va s'effondrer. C'est une fracture entre les déracinés et les enracinés. J'ai proposé ça comme dichotomie, comme grille de lecture, pour essayer de comprendre quelle était la dynamique de l'histoire, dans une sorte d'analyse post-marxiste, qui n'est pas de vouloir opposer les grands aux petits, les opprimés aux oppresseurs, ou la classe populaire à la classe élitaire,
Mais je pense que c'est cette opposition entre les déracinés et les enracinés qui fait marcher l'histoire aujourd'hui. Et je pense que ce sont les enracinés dont je fais partie, dont le peuple ordinaire fait partie, qui je l'espère, va poursuivre les lignes qui normalement lui donnent la victoire. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Yvan Rioufol. Merci à vous.